Bonsoir à tous, bienvenue dans Cinéma Mon Amour, l'émission de presque tous les jeudis sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 3 janvier, comment c'est possible? Et c'est la 87e. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en 2019. On en profite tout de suite pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année en général. Vous savez, dans les émissions qui sont thématisées comme ça, cinéma, on dit alors musicalement votre, cinématographiquement, une année cinématographique. Bon, on s'en fout, voilà. Simplement vous présente nos vœux, des bons films, la santé, l'argent surtout, ça c'est important. Et voilà, donc on est très heureux donc de se retrouver. Je pense que c'est la troisième ou quatrième année, je ne sais plus, on ne compte plus. On est donc très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma passée ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Tu vois, ça commence à rigoler dans le studio. Ce qui annonce une bien belle émission, surtout avec de bien beaux chroniqueurs, tout chauds, bien bronzés, avec des lunettes. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Ouais, ça va. Oh, t'as une petite voix. Ah, je commence pas très bien 2019, on va dire. Ah, t'as eu la gastro ? Ah non, c'est les films de merde. Ah bah, j'y étais presque. Voilà. Nathalie, bien sûr. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, meilleurs vœux ? Meilleurs vœux, mais merci. Meilleurs vœux à tout le monde. Tu as vu des films ? Alors j'ai même vu un film au cinéma le 1er janvier et ça n'augure rien de bon. D'accord. C'était vraiment pas bon. Je vais me ranger du côté de Maxime cette année. D'accord. C'est-à-dire, en gros ? C'est en gros, un cinéma de l'agglomération toulonnaise a fait une avant-première. Je l'ai pris, sachant que nous allions le chroniquer à la fin du mois. Et j'ai les oreilles et les yeux qui ont saigné fort. Oh, pécheur. Tu sais qu'on peut monter une cellule de psychologique pour tous les traumatismes d'ordre cinématographique ? Je pense qu'on va faire ça. Et oui. Alors ce soir, il y a d'autres chroniqueurs qui ne sont pas là. Voilà. Donc on ne les présente pas. Voilà, il y a simplement les meilleurs, les fidèles. Exactement. Voilà. Et toi, au fait ? Oui. Qu'est-ce que tu as vu de beau ? Alors, moi j'ai vu, je suis allé à l'Almanar, j'ai vu le sable et j'ai vu un très beau ciel. Bleu. Donc t'as pas vu de film, pour résumer, t'as pas vu de film. Voilà, non, mais voilà. Absolument, j'ai pas vu de film. Tu n'as pas vu de film. En tout cas, pas de films qui sortent. Voilà, j'ai fait quelques séries, pardon. Je fais des infidélités au cinéma, j'ai vu quelques séries. Mais on en a discuté juste avant l'émission. Et quelle bonne série. Et oui, quelle bonne série. Donc pour info, c'est 10%. Absolument. Voilà. Je confirme, c'est vraiment très bien. Nous avons terminé les saisons, on doit attendre 1 an et c'est une. Et oui, c'est cruel. C'est cruel, vraiment cruel. Ah oui, je l'ai vu en retard parce que je l'ai vu sur Netflix, hein, bien sûr. Voilà. Est-ce que c'est bon de parler de Netflix ? Non, on parlera pas de Netflix. Non, sinon Maxime va nous faire une dépression. Il va suer sang et eau. Voilà. Il y a des trucs géniaux sur Netflix. Roma, d'Alfonso Cuarón, par exemple. Absolument. Joker. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on démarre. On démarre l'année en beauté par un superbe. Un super quoi ? Jingle ? Si tu veux. Allez, moi je ne parle pas, promis. Alors, de l'actualité du ciné, c'est l'actualité. Non, c'est même pas ça. De l'actualité du ciné, c'est l'Actua Ciné, la rubrique de l'actualité cinématographique. Et aujourd'hui, comme on avait fini avec nos taupes de 2018, on va commencer avec nos attentes. Alors juste, pardon, pour ceux qui suivent l'émission assidûment, et vous êtes quelques-uns, eh bien, il y a des films qui me sont revenus après. Non, mais ça marche pas. Je sais que ça marche pas, mais je vous le dis quand même. Il fallait les mettre sur Facebook, comme tout le monde. Je sais, je suis désolé. Et en fait, c'est 2 films que j'ai complètement oubliés, que j'avais vu presque en même temps. C'est Thunder Road. Je sais pas si quelqu'un l'avait vu. Aucun distributeur dans l'agglomération toulonnaise. Je suis assez en colère. On en avait discuté. Absolument.
Donc non, nous ne l'avons pas vu parce qu'il n'a pas été distribué D'accord. sur Toulon. Absolument. Et c'est dommage. Oui, n'est-ce pas ? Parce qu'il est bien. Oui. Et voilà. Et par contre, il y en a un qui était sorti au Royal, qui s'appelle Leave No Trace, et qui était vraiment très bien, qui n'a pas eu beaucoup de succès malheureusement. Voilà, sur les survivalistes, c'était vraiment très très bien. Bon, voilà, je voulais en Oui. reparler, Voilà. comme ça, juste entre nous, quoi. Et le paranoïa de. Alors, j'en ai parlé puisque moi, il fait partie de mon top. Oui, mais on n'en avait pas parlé en film de genre, tu n'avais pas fait mention. Parce qu'on n'a pas eu le temps. Ah, ça doit être ça alors. Voilà. Flûte. Bon, Flûte. bah, Mais j'en ceci avais étant mis dit, sur Facebook. quelqu'un avait quelque chose à rajouter pour sa Non. défense ? Non. Non, je me suis assez défendue la semaine dernière. Et puis, je voudrais défendre les films que j'attends pour Allez. cette année. Allez, c'est parti. Pareil. Allez, à 3. 1, 2, 3. Qui c'est qui commence ? Nathalie, Alors, honneur aux allez, dames. Honneur aux dames. Oh, c'est bien. Mais oui. Alors, Je on commence fait- par être gentil cette année. En 2019, faut en profiter, ça va pas durer. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, ça va pas durer. Alors, je me suis rendu compte, en faisant toutes mes attentes, chose extraordinaire, qu'il y a 10 biopics dans la liste des films que j'attends. Ou pauvre. Voilà, mais que des bons, attention, évidemment. Il y a le film Stan et Faut Ollie. préciser en fait en général quand on dit biopic, mais attention, ils sont bons. Voilà, ils sont bons. Stan et Ollie me fait très très envie, donc c'est Laurel et Hardy. Le casting est, pour ma part, me donne très envie. The Irishman aussi me fait très très envie. Rocketman, la vie d'Elton John. Alors je pense que ça va être bien édulcoré, bien évidemment. C'est pas dit, hein. Moi je crois que ça va tourner un peu à la Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire qu'on va faire un truc un peu paillettes, légende plutôt. Peut-être. Non, Après, il y a... je pense pas pour Rocketman, parce que Rocketman, j'ai vraiment l'impression que sur les premières bandes d'annonces, que ça a l'air plus d'être tourné comme une comédie musicale. D'ailleurs, je crois que le scénariste, c'est celui qui a scénarisé Billy Elliot. D'accord, ok. Après, on a Une femme d'exception qui est sortie hier. Colette, qui va sortir incessamment sous peu. Après, nous avons évidemment, pour moi, les films les grands classiques. Hein, donc, on a Toy Story 4. Je suis curieux de savoir ce qu'ils vont nous faire après les 3 premiers qui étaient, à mon goût, très réussis, chacun dans leur genre. Surtout le 3. Hein. Surtout le 3, vraiment, il est j'ai envie de prodigieux. dire, voilà, il prodigieux. est parfait. Je suis curieuse du Men in Black. On en avait discuté la semaine dernière avec Anthony en off pour savoir ce que ça donnait, parce qu'on avait déjà eu 3 épisodes, dont le dernier qui était absolument grotesque. Non, je suis pas d'accord. Ah bon ? Non, Tu as je suis aimé pas le d'accord. 3e ? J'ai plutôt bien aimé le 3. En fait, j'ai pas aimé les autres. D'accord, ok, t'as aimé le 3e. Et j'ai plutôt aimé le 3e, cette histoire de voyage dans le temps. C'était plutôt habile, avec scénarisé par les frères Coen. J'avais pas été très Alors, il est un peu emballée. différent des autres, mais bon, du coup, je l'ai bien Mais aimé. c'est vrai que la bande-annonce du 4 Il a qui est été sortie... scénarisé par les frères Cohen. Oui, ou un des frères Coen. T'es sûr, c'est pas Ethan Cohen, l'homonyme, là, celui qui fait que des comédies, qui a Non. réalisé Holmes et Watson? Ah, moi, je pense que si. Ouh, Et est-ce qu'il clash va- entre les Est-ce garçons. qu'il va me faire un fade ? Voilà, donc ils vont chercher pendant que je continue. Le Roi Lion, même si c'est un film Disney sur une adaptation live où j'ai toujours très très peur, la bande-annonce me fait quand même bien envie. Évidemment, je vais vous parler de Downton Abbey qui sort le 20 septembre, qui est la suite de la série que j'aime beaucoup. Après, on va avoir La Famille Addams, j'ai très très peur. Terminator 6, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Charlie Angels encore. Après là c'est plutôt des inquiétudes pour ces 3 derniers Bon, films. T'as pas de bons films? Il n'y a pas autre chose qui te fait envie? Alors si, X-Men Dark Phoenix. Ah oui, bah pareil. J'ai la bande-annonce me fait très très envie. Évidemment on a la suite des Avengers qui me... Suite et fin. Voilà, suite et fin. Mary Stuart qui sort dans pas longtemps, évidemment Captain Marvel et Dumbo. Dumbo de mon copain Tim. Tim. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup d'envie, mais comme à chaque mercredi, je suis toujours très très... Bah, t'as beaucoup d'espoir, mais Oui. peu de... Non mais trucs c'est excitants. bien, vous commencez déjà à me casser mon année. Non, mais il faut être réaliste. Voilà, hein, Voilà. c'est... Bon, allez, je vais un peu relever le niveau, c'est parti. Alors, pardon, alors, je dois préciser parce qu'effectivement, mon collègue Maxime est néanmoins ami. Il t'a mis un fad. Il m'a mis un fad et il faut quand même le préciser parce que j'aime bien les fads. Il faut rendre à César ce qui est à Il avait raison. Rosalie. C'est-à-dire que c'est un Ethan Coen.
sans H, qui a scénarisé Men in Black 3, et ce n'est pas un des deux frères Cohen. Non, voilà, c'est qu'on celui connaît. qui a Oui, bah, c'est bon, scénarisé ça va, aussi je me Tonnerre sous les suis- tropiques. Voilà. Ouais, bah, c'est pas une réussite. Hein. Oh, il est bien toi celui. Non, j'aime pas. Bon, alors, avez-vous vos attentes? Qui commence? Allez, c'est parti, j'envoie le nouveau Quentin Tarantino, Once Upon a Time. Tarantino. Tarantino. Tarantino, moi je le sais. Tarantino. Moi, je connais Je connais Tarantino. pas, moi, non. Tu connaissais, toi? Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood. Ad Astra, le film de James Gray, qui a l'air, avec Brad Pitt, le film de science-fiction qui a l'air magnifique. Parasite, le nouveau Bong Joon-ho, puisque Bong Joon-ho, justement, va se lancer dans de la science-fiction un peu horrifique, donc j'ai hâte de voir ça. Us, le nouveau film de Jordan Peele. Alors j'avais détesté Get Out, mais j'ai très bon espoir que... Je vois pas que comment on peut de- détester Get Out, moi, mais bon, c'est pas grave. Regarde à fais de la côté de toi. peine. Tu fais de Regarde à la- côté de toi. Tu fais de la peine, tu me fais de la peine, tu m'as brisé le cœur. Donc comme toi aussi, The Irishman de Martin Scorsese, dont j'attends énormément, notamment pour les retrouvailles entre Robert De Niro et Joe Pesci. Il n'y a pas Léo dedans? Non, Non, il n'y a c'est- pas non. Léo. C'est Non, non, Brad C'est pas Pitt. celui-là. C'est Non, Brad Al Pitt. Pacino. Non, c'est Al Pacino, Al Pacino. Joe Et Robert De Pesci Niro. et Robert De Niro. Bon, ça fait pas un Voilà. film. Hein. Oui, non, mais ça peut être pas mal. Juste ça parce que ça la va être sur gratitude. Netflix. Oh là là. Sur Netflix. Et un autre film que j'attends énormément, c'est le nouveau film de Paul Verhoeven, Benedicta, avec Virginie Efira. Qui a Qui été a été tourné à l'abbaye du Toronnet. Non. Tout à fait. Tourné ou la selle? Non, l'abbaye du Toronnet, parce Mais- que je connais quelqu'un qui a voulu la visiter et on n'a pas pu y accéder, étant donné que c'était en tournée. Mais, Ah, mais moi y j'ai a moi, j'ai pas eu mieux. Moi j'ai que- mieux. Moi j'ai une très bonne copine que je salue, qui s'appelle Adèle et qui est chef de chœur et qui a joué dedans Et aux tu nous le côtés dis de après? Charlotte C'est Rampling. scandaleux. Je crois qu'elle n'a pas eu de scène avec Efira, mais avec Charlotte Rampling de Ah mémoire. bien, Pas mal. bien envie. Voilà. Bon, forcément, Paul Verhoeven, il y a toujours quelque chose à faire Oui. avec Paul Verhoeven. C'est bon, vous avez fini, je peux me lâcher? Oui, vas-y, lâche-toi. Alors moi je suis d'accord, moi j'ai des films en commun, donc c'est-à-dire X-Men Dark Phoenix. Moi j'ai toujours la bienveillance pour cette saga-là, qui est quand même toujours de bonne qualité, même si le dernier avec Apocalypse était quand même pas très bon. Et Mais on lui pardonne. c'est quand même largement dû à cet acteur qui est vraiment assez mauvais, comment il s'appelle, qui joue dans... Merde. Il est tellement mauvais que je split à chaque fois son nom. Enfin, je l'oblitère. Non, je l'oblitère même pas. Je l'oublie complètement. Comment il s'appelle, pas José Garcia là. Il joue dans Star Wars là, qui fait pote d'Amuro là. Non, Oscar Isaac. non Voilà, Oscar Isaac, très mauvais non, acteur. C'est non, un très non, mauvais acteur. Non, non. Si, moi j'ai quelques acteurs comme ça sur lesquels j'ai un petit délit. Voilà. C'est pas grave, hein, mais on peut ne pas être d'accord et j'en ai rien à foutre. Oui, Ad Astra, bien sûr, James Gray, le retour de l'enfant prodige. James Gray. Et puis très curieux, ce projet de science-fiction, film de science-fiction. J'espère que ça va pas faire comme Claire Denis. T'as fait un petit mouet. Ouais. Bah, j'ai plus confiance en James Gray qui va sur de la science-fiction que Claire Denis sur n'importe quel genre en fait. Ok, d'accord. Us, bien sûr. Voilà. Et puis il y a plein de suites qui sont dans les premiers opus étaient vraiment très bons. Alors en tête, un truc qu'on attend tous les grands fans de Zombieland, de Bienvenue à Zombieland, ont hâte de voir bien sûr la suite de Bienvenue à Zombieland 2. C'est évident. Vu la tête en décomposition que me fait Nathalie, je pense pas qu'elle partage mon avis. J'attends Creed 2. Parce que Tu plaisantes? Non, je plaisante pas. J'ai plutôt bien aimé Creed 1. Voilà. Ah oui, il était vraiment bon, Creed. Ah, tu vois. Voilà. Rien ne vaut les Rocky. Bah, y a Rocky qui joue dedans. Oui, Tu mais veux, c'est pas Rocky. tu veux dire même les Rocky un peu crypto-gays, là, le 4 et le 5, là Toi, tu sors. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Crypto-gay, Faut non, mais arrêter, tu vas faut- voir. Non, mais ça va pas, faut non? arrêter de Tu veux regarder mourir Sens Critique. avant Hein. la première semaine de janvier? Il me critique Rocky. Il est fou. Il est fou. Non, Il les est deux fou. derniers. Arrête la tisane. Hein. Un film que j'ai pas totalement aimé, mais j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. C'était ça, le film. Oui. Voilà. J'ai pas trop adoré, mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant. Il y a la suite
avec Jessica Chastain, s'il vous plaît. Non, mais voilà. 20 ans, Non, non, mais 20 ans alors, après, je crois. Gentiment, on me taquine parce que je suis les films par rapport à certains acteurs. Non, mais dites-le, c'est pas le film qui vous intéresse, c'est de voir Jessica Chastain à l'écran. Oui, mais dans ce film-là. Moi, c'est le film, mais aussi Jessica Chastain. Mais c'est d'abord le film. Oui, bien sûr, on va te croire. On te croit. Et puis quand même, moi je trouve qu'un film d'Eastwood, c'est toujours un événement. Donc la mule, je trouve qu'il est sorti aux États-Unis, je sais pas ce qu'il a fait. C'est pas mal, c'est pas trop mal. Bah après, c'est tous les États-Unis. De toute façon, il y a toujours les anti-Eastwood et les pro-Eastwood. Donc de toute façon, on va attendre. Non, mais ça, c'est vraiment un truc complètement stupide. Il peut avoir ses opinions qu'on partage ou qu'on partage pas, peut-être sans doute que je partage pas, mais en cinéma, c'est un grand monsieur et c'est quelqu'un qui oublie totalement sa personnalité. Et quand tu lis, par exemple, un film comme Sniper, c'est ça, Sniper, c'est un film qui a un double niveau de lecture, à la fois pro-américain, machin, et en même temps antimilitariste. Et je me souviens du débat à cette époque-là où justement les pros et les antis ne savaient pas du tout s'il fallait aimer ou pas, et machin. Il faut voir un film d'Eastwood en voyant un film d'Eastwood et sortir. Et il a un film à se faire pardonner. Le train de 15h17 était vraiment pas bon, donc il faut vraiment qu'il rattrape ce moi je l'ai film. pas vu, j'avais pas envie de le voir. En tout cas, voilà. La plupart des critiques américaines que j'ai lues, ils défonçaient le film, pas parce que le film est mauvais, mais parce que c'est un film de Clint Eastwood. Et il y a toujours un peu ce procès un peu anti-Eastwood. Et par contre, le reste des critiques américaines sont vraiment très enthousiastes sur La Mule. Et ils disent que c'est peut-être pas le meilleur film d'Eastwood, mais en tout cas, c'est un bon film. Et surtout, c'est le meilleur film de Clint Eastwood selon certaines critiques américaines depuis Gran Torino. Ah oui, quand même. Voilà. Il en a fait quand même d'autres qui étaient bien. Après Gran Torino, il y a eu quoi? Quand même, tout ça. 3 secondes. C'est quoi ces spécialistes? Il n'y a pas eu. Non, mais il n'y a pas eu de Gran Torino. Pour moi, je pense que c'est le chef-d'œuvre absolu de Clint Eastwood. Non. C'est impitoyable. Bien sûr. Pour moi, c'est Gran Torino. Mais il en a fait plein de films extraordinaires. Mais celui qui m'a le plus marqué pour moi, c'est American Sniper. C'est vraiment très bon. Je suis un peu moins fan. Et même Jersey Boys, c'est pas mal. C'est bien Jersey Boys. Sully, c'est bien. Faut arrêter. C'est toujours quelque chose. Non, mais tu sais bien que le petit, il aime pas. Il a toujours l'esprit de contrariété. Oui. Et je trouve ça vraiment très bien. Et on n'est pas sur n'importe quelle radio, on est sur Radio Active 100 FM. Vous pouvez nous retrouver partout où ça vous chante, en podcast, sur le site, en direct. Voilà. Et puis nous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Cinéma Mon Amour. Voilà, il y a des gens charmants qui postent des trucs plus ou moins intéressants. Ça dépend les chroniqueurs. Comme tu ne postes jamais rien, tu sais que c'est pas toi. Je te poste de temps en temps. Quand il te tombe une dent. Puisque tu as la parole, je te la laisse bien volontiers pour nous parler d'un film qui s'appelle Asako. Asako, première et deuxième partie, que j'ai eu la chance de voir, grâce à toi, on peut le dire, au Festival de Cannes. Donc Asako va tomber amoureuse de Baku. C'est un amour pur, c'est un amour passionnel, mais du jour au lendemain, Baku va partir, sans un mot. Et donc Asako va être complètement effondrée. 2 ans plus tard, Asako construit une vie parfaite avec Ryohen. Donc c'est le portrait craché de Baku. On pourrait croire qu'ils sont jumeaux. Leur relation est beaucoup moins passionnelle, mais beaucoup plus stable. Mais un jour, Baku va réapparaître. Donc que va faire Asako ? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même acteur qui joue les 2 rôles masculins, et malgré la différence des protagonistes dans leur attitude, dans leur manière de jouer et dans leur manière d'être, le jeu de cet acteur est absolument incroyable. Alors, je vais pas faire l'insulte à cet acteur de prononcer son nom, parce que évidemment je vais le torpiller, mais vraiment je vais lui massacrer. Donc ça sera je vous publierai la fiche de ce film pour que vous puissiez bien voir quel acteur joue les 2 rôles. Et il est vraiment impeccable, il est vraiment formidable. Mais malgré cette très très belle interprétation pour ces 2 rôles, celle dont la performance m'a complètement
ébloui, m'a complètement charmée, c'est Asako elle-même. Cette jeune fille qui, au début du film, a cet amour d'adolescent, cet amour illusoire du premier amour qui, évidemment, va bien se passer parce que, évidemment, un premier amour, ça dure toujours, on le sait très très bien. Et, bien évidemment, cet amour de jeune fille va disparaître pour faire place à cette jeune femme qui va être un petit peu plus terre à terre dans la relation avec les autres, avec l'autre, va être beaucoup plus pragmatique, j'ai envie de dire, parce que la vie l'a cabossée. Et elle est interprétée par cette actrice absolument magnifiquement. Cette construction narrative et sur l'évolution de ce personnage, de cette jeune fille en jeune femme, c'est beau, c'est bien fait, c'est magnifique. Sans être... Tu peux boire, Luc, pendant que je fais ma chronique, il n'y a aucun souci, ça ne s'entend pas à la radio. Voilà, et ce film, malgré que ça traite, on va dire, d'une histoire d'amour, on ne tombe jamais dans le côté fleur bleue, c'est magnifique. Et ce questionnement de est-ce que je dois vivre dans un univers de raison ou bien est-ce que je suis ce que mon corps et ce que mes tripes me font ressentir, et donc la passion. Qu'est-ce que va faire ce personnage féminin? Donc c'est tout le questionnement du film, mais la mise en scène et la réalisation est, comme tous les films asiatiques, on le dit à chaque fois, tu es le premier à le défendre, Luc. Le film, il est délicat, il est pudique, on suit notre personnage avec cette ambivalence de quoi faire. C'est beau. Non mais c'est un festival là, franchement, vous vous lâchez les garçons, je vais vous couper les micros. C'est touchant, c'est beau et c'est extrêmement bien filmé. Vraiment. Je vous invite à aller le voir. Je crois qu'il passe au Royal. Ouais. Qu'en soirée par contre. Et je vous conseille de vous dépêcher car je pense pas qu'il reste longtemps à l'affiche. Alors c'est vraiment dommage. Donc j'ai envie de vous dire, courez le voir. C'est un film, c'est une histoire d'amour, mais comme tout film asiatique, pas que. Il y a aussi plein d'autres choses et j'ai été émue. C'était un nouveau réalisateur qui est venu à Cannes. C'était pas un habitué. Et le film a reçu un très très bon accueil sur la Croisette. Et j'ai été bouleversée. Voilà, j'ai été touchée, j'ai été émue, j'ai beaucoup aimé. Oui, Maxime, tu as levé le doigt, tu peux parler. Il faut dire que c'est un réalisateur qui a réellement explosé, on va dire, l'an dernier avec sa saga Sense, qui était en gros 5 films de Sense6, qui était une grosse, je crois, 4 ou 5 films 5. Oui, bon, 5 films. Bah, je te le dis, hein, tu cherches. Je 5 t'aide. films, voilà, qui est aussi entre 1h30 et 2h. Et 1h30. Ah, je plaisante. Allez, vas-y. Et oui, non, c'est un réalisateur qui a été remarqué, qui avait fait, je crois, une dizaine de longs métrages, mais qui sont jamais sortis ou qui ont été très peu distribué en France. Oui, c'était des films indépendants vraiment asiatiques. Voilà, et c'est vrai qu'il a explosé avec cette saga-là. Et c'est un réalisateur qui est assez particulier parce que après, j'ai pas vu Asako, mais c'est vrai que le titre complet, c'est Asako 1 et 2. Je viens de le dire. Voilà, et ça donne l'impression, voilà, il fait toujours un peu des histoires un peu de sorte de saga, c'est-à-dire 2 parties qui se suivent. Alors, est-ce qu'on a un peu une sorte de diptyque, là, disons que comme c'est une histoire d'amour, il y a comme je l'ai dit, il y a la partie, on va dire, amour adolescent, amour un peu foufou, c'est le premier amour, c'est la passion. Et je dirais que la deuxième partie, alors je dirais que le film est en 3 parties. On a l'amour de raison, puisque c'est un amour rassurant. Mais après, quand on va avoir le premier amour qui va revenir, on va avoir cette 3e partie. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Voilà, c'est là-dessus que c'est sur cette interrogation, sur cette injonction même. Mais en tout cas, courez le voir. Mais merci, très belle. En plus, tu as voulu le chroniquer en premier. Je trouve que c'est vraiment très bien de commencer l'année avec un beau film. Un film d'amour. Ok, d'accord. Et mais c'est bien, il en faut de l'amour. Il en faut de l'amour dans ce monde. Alors, chronique 2, alors là, on va dans le Nord, puisqu'on va aller parler d'un bon fromage que l'on connaît tous, si ce n'est pour l'odeur, pour la vue, puisqu'on va parler du dernier film de Zemeckis qui est consacré donc à Marwen. Donc, du coup, après l'amour, le rejet, du coup. Le rejet.
C'est qui ça? Bah, le Roger, parce oui, que Roger. le Roger. Non, le Roger. Oh, le jeu de mots, il est pourri. Non, mais Eh ben, vraiment, écoute, non, vraiment oui, pourri. voilà, et c'est le premier je me pourris de 2019 à Cinéma Mon Amour, et il en faut bien un, c'est maintenant. Alors, Bienvenue à Marwen, en fait, c'est un film auquel je croyais un peu parce que c'est l'histoire justement de Mark Hogancamp, je crois. Qui Ouh là là. est... Tu l'as vu le film? Oui, Non, mais il D'accord, n'arrive pas à ok. lire. Hogancamp, voilà, qui est victime en fait d'une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, qui est assez fictif et qui met en scène des figurines des habitantes en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même. Et le film, Putain, c'est pas et facile. c'est une personne qui a vraiment existé, Mark Hogancamp, et qui est d'ailleurs photographe du coup, et qui a fait une exposition justement avec des photos qu'il a prises de ces modèles, de ces figurines. Et on va dire que l'histoire en elle-même m'avait touché. C'est pour ça que j'attendais un peu le film de Robert Zemeckis. Mais le problème étant, c'est qu'autant visuellement, le film est superbe parce que Robert Zemeckis revient un peu comme il avait fait pour Qui veut la peau de Roger Rabbit, un mélange entre de l'animation et du live. Autant, et la mise en scène de Zemeckis, je trouve que c'est sa mise en scène la plus inspirée depuis un bon moment. Autant, je trouve qu'il loupe totalement l'écriture de ses personnages. Et c'est vraiment dommage parce que c'est d'ailleurs la première fois depuis quelques années que Robert Zemeckis revient à l'écriture, puisqu'avant Zemeckis confiait toujours l'écriture de ses scénarios à des tiers, ou plutôt à des script docteurs ou à des scénaristes talentueux. Et là, le problème, c'est que le film est très caricatural. Notamment, je trouve que sa représentation de l'Amérique, on va dire, de l'Amérique rurale est extrêmement caricaturale. Et j'ai trouvé que les personnages étaient caricaturaux et surtout étaient traités de manière extrêmement grossière, notamment le personnage de Mark Hogancamp, qui est présenté notamment comme une sorte de personne un peu dépressif, obsédé, et aussi, on va dire, fétichiste des chaussures pour femmes, ce qui est peut-être vrai dans la vie, puisque le film s'inspire justement, comme je le disais, d'une histoire vraie. Mais le problème, c'est que je trouve que le traitement est assez méprisant pour le personnage. J'ai vraiment pas aimé. Et d'ailleurs, la presse américaine, c'est exactement les reproches qu'ont fait la presse américaine à Zemeckis. Et je comprends que le film et que la presse américaine ait totalement défoncé le film. Alors, la presse française est un chouïa indulgente. Je pense plutôt que c'est peut-être à cause de l'aura de Robert Zemeckis, parce que Robert Zemeckis, on le rappelle, c'est quand même Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, qui est tout un tas de films qui sont devenus cultes. On peut parler des Retours vers le futur ou... Non. Que je non. voudrais défendre le film, moi, après. Et voilà, et je trouve ça dommage, qu'il ait totalement loupé ce personnage, parce qu'il traite de manière assez belle justement la dépression et comment et surtout la question de comment se sortir de la dépression par la thérapie. Mais malheureusement, l'écriture de ces personnages est totalement loupée, on s'y attache pas et c'est vraiment dommage. Voilà. Ok, merci. Alors, je pense que Nathalie trépigne. Ah oui, je trépigne parce que déjà ta phrase d'accroche, je suis pas d'accord avec toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage qui a vraiment existé a été passé à tabac par une bande de jeunes et que avant ce passage à tabac, c'était un illustrateur de guerre où il faisait des croquis absolument magnifiques. Et lors d'une soirée où il avait beaucoup bu, d'ailleurs c'est dit, il se fait, on le laisse pour mort sur la route pendant plus d'1 heure et il va oublier qui il était, ce qu'il faisait, et il va se rappeler des choses quotidiennes comme faire ses lacets de chaussures, et il va découvrir un univers en rentrant chez lui de cette longue hospitalisation, avec des chaussures dans ses placards, il va pas savoir d'où ça lui vient, donc oui, il doit aimer les chaussures. Mais c'est pas une thérapie qu'il choisit de faire à travers ses photos et son petit village belge, il va essayer de retrouver un sens à sa vie. Comme il ne peut plus dessiner, parce qu'il a du mal à écrire son nom, la seule thérapie, parce qu'il a été, on va dire, frappé, donc du coup, son cerveau a été endommagé, puisqu'il ne sait plus qui il est, il ne sait plus faire des choses au quotidien. Ses poupées,
inconsciemment, vont l'aider à se reconstruire. Et alors, c'est sûr que c'est grossier, mais parce que en fait, il n'est plus l'homme qu'il était. Donc, c'est un homme d'un certain âge qui ne peut plus exercer. Et donc, ces poupées qui représentent effectivement des personnages qui l'entourent, donc ce sont des femmes qui l'entourent, sont caricaturaux. Oui, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que ça va l'aider à se reconstruire, ça va l'aider en l'avenir, pour pouvoir affronter, parce qu'il a un blackout total sur cette fameuse soirée où il a été quand même laissé pour mort sur la route. Et c'est vrai que ça va l'aider à affronter ce qu'il a subi, et ça va l'aider à comprendre et à aller de l'avant. Donc certes, les personnages sont peut-être un petit peu plus sont caricaturales, mais moi franchement, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé le film touchant. Je l'ai trouvé émouvant. Le côté technique est absolument bluffant et ahurissant. Oui, il y a des incohérences, mais il le dit dans sa manière de jouer avec des talons aiguilles pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que ce sont des photos qui sont faites dans son jardin, qui sont pas véridiques. Il le dit, mais ce sont des photos d'artistes. Donc j'ai trouvé ça touchant. La performance de Steve Carell est absolument grandiose, il m'a bluffé. C'est après les personnages féminins que l'on reconnaît plus ou moins à travers le visage de ces poupées, ils sont bienveillants et c'est un sacré casting de femmes parce que ce sont des seconds rôles et le film m'a charmé. Super. Mais écoute, l'avocate de la défense a tout dit. Mais voilà, écoutez, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez votre propre opinion et allez voir Marwen au cinéma. Est-ce qu'il passe en VO ? Oui. Il passe notamment juste après notre émission à 19h40 au Pâté Liberté et aussi d'autres. Il y aura d'autres. C'est dommage séances, que vous allez écouter la fin. Je crois que c'est moi qui. C'est toi. C'est moi qui vais parler du prochain film. Donc je vais parler d'une femme d'exception. Biopic. Biopic. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? Ils ont plus d'imagination. Ah non. Alors, ça, je ne te laisserai pas le dire. Donc. C'est l'histoire de cette femme. Tu ne me permets pas. Non, je ne te permettrai pas sur cette chronique. Et je suis à deux doigts de vous couper les micros quand même. Hein. Je vous le dis. Donc c'est l'histoire de cette femme juge à la Cour suprême des États-Unis qui est rentrée à Harvard à une époque où les femmes faisaient office d'exception. Quand elle est rentrée à Harvard, Ruth Bader Ginsburg, il y avait 9 femmes sur 500 hommes. Juste pour petit rappel. Qui a dû suivre, en plus de son cursus, celui de son mari, qui était lui en seconde année de droit, car il est tombé malade, il a dû se faire opérer, et qu'en même temps, elle a dû s'occuper de sa fille. Je sais que je commence un petit peu la chronique dans le pathos. Mais oui, c'est dans le pathos. C'est dans le pathos, mais je l'assume. Mais c'est aussi l'histoire de cette femme qui n'a trouvé aucun cabinet d'avocat pour l'embaucher, même si elle est sortie majeure de sa promotion, parce que c'était une femme juive de surcroît. Juste pour petit rappel, je citerai le doyen de Harvard qui a convoqué les 9 femmes lors d'un dîner et qui a posé cette question à ces femmes. Comment justifiez-vous de prendre la place d'un homme compétent ? Autant vous dire que devant... Ah non, mais quand j'ai vu le film hier, j'étais sur des chardons... J'étais furieuse hier. Donc cette femme juive, en plus, donc aucun cabinet ne l'a recrutée. Elle a été obligée, c'est un bien grand mot, de devenir professeure de droit dans une école. Ce qui est quand même pas mal. Mais le film se centre sur le procès où elle et son mari, qui sont donc tous les deux avocats, vont défendre un homme à qui la loi refusait des avantages fiscaux parce qu'il ne s'occupait de sa mère malade parce que c'était un homme. Il faut savoir que dans les années 50, les femmes n'étaient pas du tout considérées légale, donc de l'homme. Et donc, elles se heurtent, à cette époque-là, les femmes, à tout un état, à tout plein de lois qui les empêchent d'accéder à des professions, à rêver de devenir autre chose qu'une ménagère derrière, donc une boniche à la maison, qui doit cirer les chaussures de son mari, faire la popote pour les enfants et torcher les fesses des enfants.
autant vous dire que ce genre de film était fait vraiment pour moi. Pour toi. Voilà, c'est le combat de cette femme qui, sous couvert donc de ce procès pour cet homme qui était célibataire, parce qu'en fait, alors je vais rentrer un petit peu dans le côté technique, la fiscalité américaine dit que un homme marié, un homme veuf ou divorcé a le droit de prendre sa mère et donc de supprimer cette évasion fiscale, que s'il est veuf ou divorcé. Si cet homme est célibataire, il n'a pas le droit de déduire des impôts la personne qu'il va embaucher pour s'occuper de sa mère pendant qu'il ira travailler. Tout ça parce que c'est un homme et qu'un homme, à cette époque-là, ne doit pas s'occuper de sa mère malade. C'est complètement ahurissant. Et ce qui se passe pour cet homme-là, c'est exactement véridique pour les femmes. Et donc, elle avait pensé que en rétablissant une loi correcte pour cet homme, il va pouvoir la démocratiser pour les femmes. Et donc, elle s'est battue tout au long de sa vie pour les femmes, pour le droit des femmes. Et je trouve que même si le film a un aspect un petit peu austère, un petit peu académique, je trouve que c'est important de montrer à cette jeune génération, donc et même plus jeune que moi, de montrer que nous avons des droits et qu'il y a des femmes qui se sont battues pour cela, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit en Angleterre avec le film Les Suffragettes qui était absolument magnifique. Voilà, je trouve que ce sont des films, alors tu le dis en rigolant Luc, mais ce sont des films qui ont leur importance puisque ce sont des films où on a dû se battre et tout nous est pas tombé tout cru, nous les femmes, pour acquérir le fait de vouloir faire, de pouvoir faire ce que l'on veut. Donc les deux interprètes qui sont Felicity Jones. Felicity Jones et Armie Hammer. Ils sont absolument parfaits. Il incarne la perfection et malgré cette perfection, il incarne aussi le fait d'un couple à l'époque moderne. Et malgré ses tablettes de chocolat. Ça, on les a pas vus. C'est un couple moderne puisqu'on le voit aller pour l'époque mettre la main à la pâte en faisant des choses bêtes, parce que je suppose que tu dois le faire aussi, faire à manger à ses enfants. Ah non, ça je fais pas ça. Tu veux pas les empoisonner, c'est ça? Donc faire à manger à ses enfants et s'occuper de la maison. Ah ça, donc, je m'occupe de la maison. Voilà, donc voilà, le film est important, le film il faut le voir, le film est beau et le film il est... Alors, pardon, excuse-moi, je sais que c'est pour dire une bêtise. Ah oui, bah alors, oui, bah alors non, tu te tais. Parce que moi je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est pas problématique que à chaque fois, très souvent, quand même, que les deux acteurs soient deux beaux acteurs, enfin, c'est-à-dire que visuellement, enfin, je dis ça en toute objectivité. Alors, je dis pas qu'il faut prendre des gens moches, mais j'ai compris le choix de l'acteur. On est quand même sur des gravures de mode quand même. C'est fait exprès pour l'acteur principal, donc Armie Hammer. C'est fait exprès puisqu'il devait incarner la perfection, l'homme idéal, l'homme qui réussit tout ce qu'il entreprend parce qu'il est beau, parce qu'il a une belle situation. Et donc normalement, ce genre d'homme parfait, ça a une femme soumise, je schématise, hein, ça a une femme soumise à la maison, qui lui fait tout, qui gère, enfin, qui répond au doigt et à l'œil. Or, c'est pas le cas. Malgré, on va dire, cette perfection, il soutient sa femme, il met sa femme en avant, il la soutient, il la propulse, il l'aide à l'éducation des enfants. Ça a été fait exprès. D'accord. Voilà. Alors, il faut dire, nous, on ne sait pas, mais elle est quand même très connue aux États-Unis. Hein. Oui, c'est une femme qui milite toujours pour les droits de... Elle a 85 ans, elle fait partie quand même de la Cour suprême, ce qui n'est pas rien, et c'est quand même une des figures de proue du progressisme aux États-Unis, oui. Notamment au niveau du féminin, enfin au niveau des femmes, hein, des droits des femmes. Oui. C'est important. On avait vu quand même, on a entrevu ça dans Les Figures de l'ombre, parce qu'une des actrices veut passer un diplôme d'ingénieur et elle n'a pas le droit, je crois que c'est en Virginie. Tout à fait. Mais les trois femmes qui correspondent à ce film-là se battent pour accéder à des choses auxquelles des femmes noires de surcroît n'ont pas accès. Donc ce film est important pour l'éducation de tout le monde, je dirais. Absolument. Pas forcément des femmes, mais de tout le monde. Le problème de ce genre de film, c'est que malheureusement, c'est ceux qui en ont le plus besoin qui n'iront pas voir ce film. Voilà. Je te remercie, Luc. Je t'en prie. Changement de registre. Hop là, vous avez vu ça? C'est pas beau ça? Changement de registre. Alors vous êtes toujours sur 100 FM, hein, Radioactive, la radio qui fait du bien quand on l'écoute. Et quelqu'un qui va vous faire du bien,
il aime faire du bien. Il est un peu expert dans les logorées cinématographiques. C'est pour moi avec un beau voyou, c'est ça ? Un beau voyou. Ah là là, je pense pas que je vais faire beaucoup de bien. Bon. Alors, donc, le film ça raconte l'histoire du commissaire Beaufroid, donc, qui est incarné par notre Charles Berling national et régional. Et local, qui attend la retraite avec un enthousiasme mitigé. Et on va dire qu'une mystérieuse série de vols de tableaux va un peu le réveiller et l'encourager à mener l'enquête. Alors, donc, c'est un film que j'aurais aimer, Un beau voyou, puisque c'est un film qui est, je dirais, pas forcément original dans son histoire, puisque l'histoire est assez vue, on va dire, vue et revue. Mais je dirais plutôt dans la caractérisation de ces personnages, parce que tous les personnages du film ont un côté un peu décalé, qui est très plaisant, notamment Charles Berling, le personnage de Charles Berling, qui est une sorte de Colombo avec une chemise hawaïenne et on va dire qui est pas la figure autoritaire un peu rigide comme on la représente au cinéma, mais qui est plutôt un policier un peu complaisant qui des fois essaye un peu qui même des fois donne des conseils aux voyous en disant tu t'es fait serrer pour ça, il t'aurait pu mieux faire par exemple si t'avais fait ça ou ça aussi. Donc c'est assez agréable de voir ça. Le problème du film, c'est qu'en gros les personnages sont très bien caractérisés, ils ont tous une singularité, mais je trouve que le film n'exploite pas assez cette singularité, ou du moins Lucas Bernard ne développe pas assez ses personnages. Et c'est vraiment dommage, car j'ai trouvé que le film était un peu superficiel, malgré tout, et aussi au niveau de la mise en scène, il y a certains plans qui valent vraiment le détour, mais non seulement le film, il y a les références qui scintillent un peu à droite à gauche, donc on pense un peu quelquefois à l'affaire Thomas Crown ou à d'autres classiques du genre, et je trouve aussi que c'est un peu le problème du film, non seulement parce que c'est bien d'avoir du rythme, et puis aussi c'est bien d'avoir du rythme dans un film qui se revendique comme une comédie et qui essaye par ses dialogues un peu ciselés de vouloir un peu amener le rire petit à petit. Et c'est vraiment dommage, car le film aurait pu être vraiment une comédie policière assez drôle et assez rafraîchissante, mais le problème c'est que par un peu une petite paresse d'écriture et aussi par manque de rythme, le film échoue justement à captiver de bout en bout, et je trouve ça dommage. Mais je tiens quand même à souligner la performance des acteurs, notamment le trio de tête, que ce soit Charles Berling, qu'il trouve bien rattrapé là. l'un de ses meilleurs. Il veut toujours avoir ses invitations, lui. l'un de ses meilleurs rôles depuis quelque temps. Ouh là là, tu viens de t'enfoncer. Stop. On était bon, hein. Voilà, Swan Arlo qui avait reçu le César pour Petit Paysan et qui est un acteur qui est en train de monter, et surtout une jeune actrice qu'on voit pas souvent pour cause qu'elle fait du théâtre et qu'elle est pensionnaire de la Comédie Française, donc on la voit pas souvent au cinéma, qui s'appelle Jennifer Decker et qui est pour moi la révélation du film, et je trouve une actrice qu'il faut suivre de très très près. Voilà, mais le film demeure quand même intéressant malgré les écueils que j'ai énoncés, et je vous invite à le voir. Il passe aux Libertés en ce moment. Au Pâté Liberté. Oui, au Pâté Liberté. Faut préciser. Oui. C'est la dernière partie de Cinéma Mon Amour sur Radioactive 100 FM, et je laisse la parole à Nathalie pour les deux derniers films. Les deux derniers films. Alors, je suis allée voir l'une des premières comédies françaises de l'année, donc Premières vacances de Patrick Cazire. Et j'y suis allée ce matin, un petit peu contrainte et forcée, j'avais pas envie. Mais ce qui m'a fait me déplacer, c'est Camille Cotin, évidemment, et Camille Chamou. Donc Marion et Ben, deux trentenaires, font connaissance sur Tinder. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun, mais malgré ça, ils décident de partir en vacances ensemble après une seule soirée ensemble. Autant vous dire que c'est le point de départ de situations cocasses, et je dois bien l'avouer qu'ils m'ont fait... qui m'ont fait beaucoup rire, contrairement au film que je suis allée voir donc le 1er janvier. Donc pour ne pas le citer, c'était Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, où là j'ai les yeux et les oreilles qui ont saigné. Là, pour cette comédie française, j'ai ri
vraiment avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fraîcheur. Alors, ces deux actrices, on les avait déjà vues dans Largué, qui était pour moi, comme je l'ai dit lors de la dernière émission, une très bonne comédie française. C'est une comédie pas prise de tête, assez prévisible, mais vraiment comme un petit bonbon. On veut se purger la tête pendant 1h42. Il y a un très bon rythme, c'est drôle. Allez-y, c'est frais. Voilà. Vous avez pas... Non, c'est bon, bien, non, mais je c'est peux... super. Moi, je trouve très bien que tu aimes bien une comédie. C'est rare. Ouais, c'est rare. Bon, alors, Voilà. j'ai gardé évidemment le plus problématique pour la fin, donc je suis allée voir Undercover. Encore un biopic, je tiens à le préciser, donc c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Richard Welch Jr., qui a été l'informateur pour le compte du FBI, mais la petite différence, c'est qu'il a 15 ans. Donc il a été, on va dire, attelé dans l'univers de la drogue et des armes par le... J'ai des gens en face de moi qui me font des grimaces absolument formidables. Donc le FBI a demandé à ce jeune de 15 ans de dealer de la drogue et tout ça. C'est pas beau. C'est pas beau. La drogue, c'est mal. Hein. La drogue, c'est mal. Donc c'est une histoire vraie. Et il faut savoir que cet homme, enfin ce jeune garçon, est la personne qui a passé le plus de temps en prison pour un crime de non-sang. C'est-à-dire qu'en général, on purge une peine pour avoir... Bon, je vais pas tout dire, mais pour faire une peine aussi longue que la sienne, en général, on tue quelqu'un. Lui, il n'a rien fait. Il n'a tué personne et il passe plus de 30 ans en prison. Après, c'est un biopic aussitôt vu, aussitôt oublié. Il n'y a rien de... La seule chose, c'est qu'il a 15 ans et que c'est le FBI qui le débauche. Matthew, ami Matthew, est absolument extraordinaire. Voilà. Mais dans le film, il n'y a rien. Ça me fait vraiment mal de le dire, mais le film ne m'a pas enthousiasmé comme je l'attendais. D'ailleurs, c'est ce que reprochent la plupart des critiques, c'est que c'est un film qui est trop classique, trop vu, et disons avec pas assez de nouveautés, de fraîcheur pour vraiment marquer le spectateur. Très, très, très prévisible. Voilà. Ah, par contre, ça me fait penser à quelque chose, puisque il y a dans les attentes de 2009, il y a le prochain film d'Harmonie Corinne. Et oui. Et oui, on l'a oublié. Avec l'ami Matthew qui a l'air formidable. Ouais. Enfin, qui a l'air plutôt attendu. Barré. Voilà. Et barré. Tu as 1 minute pour nous parler d'un livre. Oui, Parce que le cinéma en amour, c'est aussi des livres. Alors, c'est un livre qu'on m'a offert donc, entre Noël et le jour de l'an, d'où le fait que j'en ai pas pu en parler avant. C'est Ciné Club Sandwich. C'est un film qui est sorti le 10 octobre 2018. Et derrière ce livre, c'est l'équipe de Je pense que les passionnés de rugby reconnaîtront la plume de la Boucherie Ovalie, qui est un site, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui traite un peu l'information et le monde du rugby de manière humoristique. Et ils se sont lancés du coup dans le cinéma avec ce livre Ciné Club Sandwich, dont la préface a été écrite par Jean Dujardin. Et c'est un livre qui est extrêmement drôle puisqu'il détourne énormément de clichés sur le cinéma. C'est un livre avec je crois que c'est une 50aine ou une 60aine de films. Et du coup, il détourne un peu, en mode critique, style Télérama ou Cahiers du cinéma, il détourne un peu les codes de la critique, avec à chaque fois des points positifs et des points négatifs. Mais ils essayent de rendre ça drôle et humoristique. Donc voilà. C'est réussi. Et c'est plutôt réussi. Et bon, après, l'alcool est à consommer avec modération, mais il y a même des jeux à boire sur les clichés du cinéma. Oh, c'est extraordinaire. Tu vas nous mettre ça sur la page Facebook, comme ça, tous nos auditeurs auront les infos dont ils auront besoin. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies et c'est édité chez Marabout. Eh bien, c'est super. Eh bien, merci. On se quitte sur cette belle note de joie et d'espoir. Encore meilleurs vœux pour 2019. Nous, on est très contents de vous retrouver. Et puis, on est content aussi de passer la main à notre ami qui est là, devant nous, et qui va nous faire bouger notre boutique. Je veux dire, Foundation.